Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui pour ce premier Connected Day. On attend 670 personnes pendant la journée. Vous en êtes dès le début. Et j'ai le plaisir avec Cédric Ducrot, qui est mon associé au sein de l'Institut du commerce connecté depuis peu, de vous présenter ce matin, de démarrer ce matin avec deux personnes un peu exceptionnelles, même plus qu'un peu, très exceptionnelles. Et je les appelle donc Michel-Édouard Leclerc et Thierry Petit. Alors, on veut une conférence connectée, on veut vous donner également la possibilité d'interagir avec nous. Et donc, vous aurez la possibilité, via le Wi-Fi EDEC ou via votre connexion 4G, de vous connecter. Donc, le mot de passe du Wi-Fi, c'est Welcome 2018. Et de poser vos questions en direct via l'URL icc.magency.me. Donc, vous allez sur cette URL-là, vous créez votre compte, ça restera entre nous, vous n'aurez pas de push notification après, et vous pourrez ensuite poser vos questions et on y répondra à la fin de la conférence. Alors, traditionnellement, on aime bien présenter quand même nos... je ne sais pas si on peut quand même vous présenter. Cédric, je te laisse commencer, avoir la lourde tâche de présenter Michel-Édouard. C'est utile. Alors, pour l'anecdote, pendant qu'on buvait un café avant de venir, les deux messieurs là, ils étaient en train de parler d'estampes japonaises, d'images d'Épinal, de manga, de culture, etc. Donc là, vous avez devant vous deux individus qui ne sont pas que des bons businessmen et peut-être que la largeur de curiosité et la profondeur culturelle fait partie des facteurs clés de succès pour passer de l'ancien monde au nouveau. En tout cas, on a deux exemples très, très intéressants de la façon dont les business, j'allais dire de l'ancien monde, si tu m'excuses Michel, hein, c'est de te dépeindre comme l'homme de l'ancien. Il faut le temps que tu t'adaptes. Voilà. Et donc justement, on va parler de l'adaptation au nouveau monde. Donc on te présente pas trop sur le parcours. Fils de ton père, ce qui n'a pas que des avantages quand on doit établir sa légitimité, sa crédibilité, surtout quand on est propriétaire de rien finalement, puisque les gens ne le savent pas forcément, mais tu es propriétaire de rien. Je suis aussi le fils de ma mère. Hein. Ça, c'est ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu les centres Leclerc sans les deux, quand même. Ouais. Une bonne équipe. Et... C'est les femmes qui applaudissent, je suis. Non, sois pas sexiste. Montre pas tout de suite. Et donc, ce que vous avez, donc le parcours des centres Leclerc est évidemment assez fantastique, enfin, avec une croissance ininterrompue des gains de part de marché tous les ans, etc. Un modèle complètement unique, puisque vous savez que chaque patron Leclerc, chaque exploitant est indépendant, propriétaire de son affaire, de son fonds de commerce, de son immobilier, etc. etc. Donc avec une capacité à monter sur des gros formats qui est complètement unique dans le monde, mais en même temps un modèle qui historiquement était un modèle, on va employer des mots anglais, bottom-up, c'est-à-dire où c'était basé sur un réseau de magasins indépendants et avec des superstructures assez limitées et une dimension nationale incarné par la marque, mais où finalement toute la création de valeur se faisait en local. Et évidemment, le digital pose des questions quand même assez lourdes, éventuellement un peu compliquées pour un groupement d'indépendants, puisqu'il y a toute une partie de la création de valeur par le digital. Alors, il y en a une partie qui peut se faire en local, vous l'avez fait admirablement avec les drives, et il y en a toute une partie qui doit se faire en national et qui vient challenger ce modèle bottom-up ou par en bas. Donc, ce sera intéressant de voir comment les centres Leclerc affrontent ça. Et puis ensuite, il y a toutes les dimensions qui, pour le coup, sont un de tes dadas, qui sont les dimensions sociétales des choses. Tu fais partie des rares patrons dans le commerce, mais plus généralement dans l'économie française, qui a toujours positionné son discours et sa mission de marque avec une dimension sociétale très forte, et pas simplement on est là pour créer de la valeur pour les actionnaire. Tu as toujours dit qu'il fallait d'abord créer de la valeur pour la société dans laquelle on vit. Et évidemment, le digital, les GAFAM, la protection de la data privée, la façon d'interagir de manière nouvelle avec les clients posent des enjeux sociétaux et ça sera intéressant d'avoir également ta lecture là-dessus. Alors moi, je poursuis donc avec Thierry Petit. Donc Thierry, tu es tombé dans le web à la sortie de l'école, puisque dès 97, à la sortie de Télécom Paris, tu travailles dans le web, tu te lances en 99 dans l'entrepreneuriat et tu fondes toutbout.com
que tu revends quelques mois presque, quelques petites années après, à Liberty Surf pour 100 millions de francs. Donc tu deviens à l'âge de 27 ans millionnaire. T'en profites, après un petit passage dans l'édition, de faire le tour du monde avec ta femme pendant 2 ans. Et à ton retour, tu fais une rencontre importante avec David Dayan, avec qui tu as créé en 2006 Showroom Privé. Donc c'était il y a 11 ans et c'est aujourd'hui une affaire qui va faire autour de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et puis, fait marquant, il y a quelques mois, tu as un gros actionnaire assez discret, mais Steinhoff, donc le sud-africain Steinhoff, qui a pris 17% du capital de Showroom Privé. Donc Steinhoff, pour ceux qui ne le savent pas, est également actionnaire de Conforama. Et donc tu plonges, toi le pure player dans l'ADN, tu commences à plonger dans l'univers omnicanal et ça va être aussi très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Important aussi pour terminer le tableau, c'est que entrepreneur successful, tu l'es, mais tu n'oublies pas aussi que tu es issu d'une famille modeste et tu as le souci de donner de ton temps, de ton énergie, aujourd'hui auprès des entrepreneurs, mais également à Roubaix où tu es très investi. Tu as installé une partie de tes équipes à Blanchemaille, donc dans le quartier de l'Alma que certains connaissent ici, et tu as monté une fondation d'entreprise, notamment il y a quelques années, qui a pour vocation à aider notamment des jeunes à retrouver le chemin de l'école et de l'école digitale. Donc vous avez une première promo qui est sortie il y a quelques semaines avec une vingtaine de jeunes qui n'avaient pas de diplôme et qui ont l'ambition de trouver un travail dans le digital. Tu as aussi lancé au sein de Showroom Privé un incubateur et tu m'as dit ce matin, un incubateur Fashion Tech, qu'il allait y avoir une antenne de cet incubateur aussi dans le Nord. Donc sans être un nordiste, tu es très attaché à cette région. Voilà pour les présentations. Je te laisse la première question, Cédric. Bon, il y a une actualité qui fournit une première question facile, puisque vous avez sans doute tous vu que Auchan a annoncé une alliance avec Alibaba en Chine pour développer une chaîne d'hypermarchés. Enfin, Alibaba rentre à hauteur d'un tiers du capital dans une chaîne dans laquelle Auchan est présent. Donc il y aura un tiers Alibaba, un tiers Auchan avec le projet de développer en commun. On ne sait pas encore très bien quoi. Probablement, c'est pour mettre des relais Alibaba sur la partie non alimentaire dans les hyper. Bon, enfin, tout ça n'est pas très clair. Au-delà des modalités qu'ils actionneront, Alibaba, comme vous savez, est l'autre monstre sacré avec Amazon en matière de digital, qui commence à faire même un peu plus peur, en fait, dans certains cas, même, et peut-être encore plus impressionnant qu'Amazon au travers de l'écosystème qu'ils ont développé. Et ils ont annoncé qu'ils voulaient avoir 1 million de magasins. Et donc ils disent pas qu'ils veulent avoir quelques magasins, quelques relais physiques. Manifestement, la vision qu'ils ont, c'est quelque chose dans lequel on fait plus de distinction en fait entre ce qui est en magasin ou ce qui n'est pas en magasin. On a juste une façon de servir les clients plus intelligente. Et donc, est-ce que, comme quelques mois après le rachat de Whole Foods par Amazon, est-ce que ça veut dire que le moment du grand choc ou de la grande alliance entre l'ancien monde et le nouveau monde est arrivé? Et est-ce que ça veut dire, et c'est quoi le sens de ça? C'est des retailers physiques qui sont en retard et qui essaient de rattraper leur retard en rachetant ou en s'alliant avec des pure players. C'est des pure players qui ne savent pas trouver un modèle rentable et qui se disent finalement on va peut-être aller s'allier avec des gens qui savent gagner de l'argent, ou c'est juste la meilleure façon de servir les clients? Quelle lecture vous avez de ça? Tu veux? Bon. Alors sur Alibaba Auchan, je ne sais pas très bien décrypter. Je ne connais pas assez le marché chinois. Et j'imagine beaucoup de combinaisons, d'opportunités possibles. Je peux juste rappeler qu'une conversation avec Franck Ribou il y a 3 ans, le premier client de Franck Ribou de Danone en Chine, c'était Auchan. Et Emmanuel Faber, l'année dernière, quand il est venu à Landerneau, m'a dit « Mon premier client, c'est Alibaba aujourd'hui ». Donc en 2 ans, 3 ans, la bascule. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir évidemment, s'il filait les mêmes conditions d'achat aux uns et aux autres, et surtout, sachant que c'était quand même 2 systèmes concurrentiels,
comment on pouvait être, comment allait s'articuler le droit de la concurrence, c'est un des sujets, entre d'un côté une relation verticale fournisseur-distributeur, Danone-Auchan, une relation concurrentielle Auchan-Alibaba, à l'époque non investis l'un dans l'autre, et aussi comment une plateforme se définissait en droit, à la fois et quel est le pouvoir du fournisseur sur sa plateforme et quelle est la responsabilité en droit de la concurrence de la plateforme. Bon. Ça, c'est des sujets. Voilà, on pourrait appuyer sur le bouton. Et je pense que ça va animer nos débats pendant 2 ans, 3 ans, pas plus, parce que ça va venir tellement vite qu'il faudra bien trouver des réponses minimales. Je dirais simplement, j'ai plutôt regardé avec mes collaborateurs l'effet Amazon Whole Food. Et en raisonnant à l'inverse, par déduction ou par itération, on va dire Amazon n'a pas besoin de Whole Food pour sa logistique. Ce n'est pas une bonne logistique de ce point de vue-là, l'emplacement des Whole Foods, etc. Amazon n'a pas... Est-ce qu'il a besoin aux États-Unis d'avoir Whole Foods pour avoir des conditions d'achat? Moi, j'en doute. Ça a été beaucoup écrit. Par contre... pour avoir du sourcing sur les producteurs, sur l'hyperlocal, peut-être. Ouais. Quand Amazon veut mettre les moyens, il les a aussi. Hein. Donc, ok, c'est une réponse possible. Il n'en parle pas. Hein. Par contre, moi, je ressens une chose, c'est que après 17 ans, l'image d'Amazon, sa raison d'être, c'était un peu comme dans l'histoire des centres Leclerc, c'était l'accessibilité à beaucoup de produits, etc. Et quand il est tout seul, la logistique sert d'enseigne, le service sert d'enseigne. Mais à partir du moment où il y a Amazon, Alibaba, Cdiscount, showprivé.com, venteprivée.com et fnac.com et il y aura leclerc.com, il faut rajouter des valeurs à la promesse sociétale et commerciale initiale. Et donc Amazon, pour moi, en s'achetant Whole Foods, il se positionne dans une valeur ajoutée de service à la société. C'est-à-dire ses qualités, le mot premium, ça faisait bobo. Whole Foods, c'est bio, bon produit, etc. Donc je l'interprète comme ça. Donc je ne sais pas interpréter Auchan, Alibaba, mais j'imagine interpréter la prise de participation d'Amazon dans Whole Foods comme étant une deuxième étape, la marque d'une deuxième étape dans la construction de la marque Amazon. Amazon devient non pas simplement une plateforme, un système, mais il devient une marque. Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? On voit que Cdiscount, qui est leader des pure players en France, est tout juste à l'équilibre. On voit que les pure players atteignent très vite un plafond de verre. Est-ce que dans cette alliance avec Steinhoff, et donc derrière Conforama et ses autres participations, il y a un soutien dans le développement international? Est-ce que c'est uniquement capitalistique ou il y a vraiment la volonté de développer des synergies, sachant qu'on a vu que vous développiez déjà des premiers tests en click and collect avec eux? Oui, alors effectivement, je pense que tout ça à la fin converge. Je ne pense pas que le consommateur soit siloté dans le monde réel ou dans le monde virtuel, et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations. Donc je pense qu'à la fin, et puis nous, on est peut-être gros à l'échelle du e-commerce, on reste quand même des nains à l'échelle de la distribution et ou du monde. Donc du coup, quand même, se placer dans cet échiquier, et pour nous, à terme, est-ce qu'on a un sens à être seul, j'ai envie de dire, dans 5-10 ans? Je ne sais pas, mais quand on regarde un peu entre Amazon, les Chinois et la distribution qui se réinvente, bon, il va falloir quand même lutter dans un monde qui, à la fin, agit sur les marges, sur le service avec les mêmes coûts. Enfin, voilà, il faut quand même trouver sa place. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Nous, on a la particularité d'être autofinancé. C'est-à-dire que c'est une chambre privée, c'est peut-être pas assez, mais on n'a jamais levé d'argent. Pour tout un tas de raisons, le modèle, le mode de gestion, etc. Donc, on est quand même assez sensible, on va dire, à ce qu'est un retailer. Enfin, moi, j'avoue que j'admire toujours les gros retailers parce que je trouve qu'ils ont des capacités industriels, ils ont une maîtrise du linéaire et c'est plein d'enseignements aussi pour le numérique. Ils ont des capacités de production, ils ont une connaissance quasi intuitive parfois du prix, quand parfois moi je vois beaucoup de bullshit aussi dans tout l'e-commerce avec
pseudo-algorithmes de pricing et tout. Moi, je me dis toujours, un bon retailer qui connaît ça depuis 20 ans, c'est placer un prix et ça ne remplace pas un algorithme. Donc, je pense que les deux mondes sont assez complémentaires. Et j'avoue que moi, quand on a commencé à discuter avec Steinhoff, alors, il y avait une raison qui était pour nous. On s'est développé rond sur une cible qui est la femme. Et donc, avec l'insight principal qui est la mode. Et bien sûr, notre but du jeu, c'est ce qu'on appelle la Smart Shopping Satisfaction. Donc, c'est lui apporter du plaisir, de la découverte, bien sûr avec la donnée prix, mais sur laquelle on ne communique jamais. Et c'est cette femme qui a peu de temps pour elle, donc on va chercher à lui proposer une expérience agréable sur mobile, la livrer rapidement, etc. Et puis après, on s'est dit, la mode, c'est un élément d'entrée, mais finalement, cette femme, elle achète d'autres choses, elle achète de la beauté, de la maison, donc on a commencé à faire une acquisition sur la beauté pour renforcer. Et puis dans le domaine de la maison, finalement, il n'y avait aucun pure player qui nous semblait pertinent au sens logique économique. Il y en avait plein, mais qui perdaient des gabegies d'argent, et on s'est dit, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas de modèle. Parce que le monde de la maison, c'est pas un monde où il y a beaucoup de repeat, donc c'est assez dur d'amortir ses coûts marketing, parce que la livraison reste compliquée, etc. Et donc à la fin, la maison, contrairement à la mode, la mode, il faut la marque pour attirer le client. La maison, c'est de l'usage et du prix. Il vous faut un meuble ou un machin, enfin, peut-être quelques marques, mais c'est pas aussi essentiel. Donc à la fin, c'est un monde d'industriels. Donc on a commencé à discuter avec effectivement quelques industriels en disant est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Nous, la maison, ça commence à peser, on faisait une petite centaine de millions, puis on voyait qu'il y avait un truc à faire, à accélérer, qu'on n'avait pas forcément accès au sourcing et aux mécaniques de livraison, qui sont les deux points clés. Et puis voilà, de fil en aiguille, avec Steinhoff, on dit il y a un truc à faire. Lui, Steinhoff, de son côté, se disait moi, c'est quand même un gros mastodonte avec des usines, etc., une belle présence mondiale, mais effectivement, on est un peu en retard sur le digital. Donc l'un dans l'autre, on s'avérait qu'on était assez complémentaires et on s'apporte en tout cas pas mal de bénéfices mutuels, avec quand même quelque chose que moi je tiens à dire, parce que souvent on met beaucoup l'accent sur le e-commerce avec toujours ces startups, machin. Je me dis toujours, dans le top 10 du e-commerce, je sais pas, le 10e doit faire 250 millions, je pense que c'est la taille d'un hyper. Donc il faut quand même rester humble face à tous ces gros mastodontes qui ont quand même de l'intelligence, de la puissance embarquée, du temps. Aussi, et ça, c'est vraiment, ça, vous êtes mieux placé à Lille avec tous les muliers, c'est du temps. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont du temps et qui ne sont pas dans un cycle de 5-7 ans parce qu'il y a un fonds d'investissement et autres. Donc, je pense qu'on a, nous, en tout cas, Pure Player, énormément à apprendre de ces acteurs-là. Et moi, je le vois au quotidien maintenant pour bosser avec les équipes de Steinhoff, où parfois, je peux me dire, ils sont un peu dépassés, effectivement, ils comprennent au digital et tout. Ah ouais, mais en même temps, sur ça, sur le pricing, la proposition de valeur, le produit, la capacité à générer de la marge, etc., sur l'industrialisation, c'est quand même des champions du monde, quoi. Donc voilà le sens pour moi de l'histoire. En fait, il faut sortir de ces discours que l'on entend depuis 2 ans, qui ramèneraient la chose à une dialectique dans un monde binaire, web ou physique. Et au fond, pour moi, l'impact du digital, il est très fort sur la logistique, il est très fort sur la multiplication des offres possibles, il impacte les formats, il impacte les cultures, ça c'est en amont, mais plus on va vers l'aval, il impacte les consommateurs, la manière de procéder, il impacte les statuts d'intermédiaires, il impacte les légitimités. Et donc, pour moi, la sortie de ça, c'est des combinaisons multiples. Ce que permet le digital, justement, c'est des réassemblages, c'est des connexions. Et des connexions, elles existaient chez nous de manière horizontale, quand on parlait des coopératives, par exemple, que je représente, ou des groupements d'indépendants, la franchise. Là, le commerce 4.0, c'est vraiment des connexions qui vont pouvoir se faire à tous les niveaux. Donc, je prédis une multiplicité des formes d'expériences commerciales, d'aventures commerciales. Et je dirais que dans la concurrence, ce qui va émerger de cette espèce de foisonnement, de cette nuée de points, ça restera ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la meilleure promesse commerciale. C'est pour moi, c'est pour ça qu'Amazon, quand il est tout seul, il peut dire « je suis le seul à tout pouvoir proposer ». Le jour où ils seront 50, 30, 40, et même à l'échelle mondiale à dire « nous aussi, on peut tout proposer », il faut bien creuser, il faut bien défendre des partis pris, il faut bien, quand dans la foule, si on veut parler, il faut lever la main et avoir une part, pour prendre une part de voix, il faut dire sa différence. Certains vont monter sur la montagne, d'autres vont se faire petits. Et je pense que c'est ça qui est important,
faut sortir d'une modélisation trop restrictive. Le digital, c'est l'extension du champ des possibles. Du point de vue de la concurrence, pour paraphraser Houellebecq, c'est l'extension du domaine de la lutte. Et ça rebat complètement les cartes. Mais la clé de lecture à la sortie, ou du moins en rapport d'étape, ça restera non pas le format, non pas le mix de formats, non pas des combinaisons restreintes, ça restera l'utilité sociale de l'offre proposée. Mais on voit bien le sens, je dirais, quand on débat sur scène entre nous, intellectuellement, on voit bien l'intérêt de mélanger le meilleur des deux mondes, les compétences, les savoir-faire éprouvés du retail, si je puis dire, et toute l'agilité, la créativité, l'innovation et l'interactivité, etc. En même temps, si je fais un peu l'avocat du diable, juste pour nourrir la discussion, les exemples de rapprochement entre des pure players et des retailers physiques, à date, il y en a eu un certain nombre. Et pour le moment, on a, que ce soit Leroy et de la maison, excusez-moi, Adéo, que ce soit... alors, il y a des tests qui sont pas forcément, qui sont récents, qui sont pas inintéressantes, c'est Discount avec Géant, mais pour le reste, ce que Monsieur Bricolage avec Jardin de Catherine, ou Gamme Vert avec Planté Jardin, etc. Pour le moment, on voit pas grand-chose. On voit pas très bien en quoi, en fait, ça vous aide à transformer la façon dont vous faites votre métier, et en quoi c'est transformationnel de vos modèles. Ouais, si je peux me permettre, chacune de ces acquisitions, marier un acteur qui fait plusieurs dizaines de milliards avec un acteur qui fait 50 millions, dès le départ, ça marche pas. 50 millions, c'est pas scalable, on tire, ça explose, il n'y a pas la culture dans le gros acteur, il n'y aura pas l'agilité, ça ne marche pas. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de poids et de taille critique. Effectivement, quand on a fait ce deal avec Sign-Off, on va peser à peu près 700 millions et qu'on fout en France, on fait 3 milliards. Donc déjà, les équilibres, donc ce qui fait qu'en fait, tout le monde agit dans le bon sens, c'est beaucoup plus équilibré. Carrefour, rue du Commerce, ça n'a pas de sens. Absolument aucun sens. Alors si ce n'est, ça coquiner un peu, dire aux actionnaires en bourse qu'on est un peu digital, enfumer un peu tout ça, mais à la fin ça n'a pas de sens parce que de la maison, moi je connaissais bien Pierre, le fondateur, il me disait mais moi je fais la moitié du chiffre d'affaires du magasin de Saint-Denis. Comment est-ce que tu veux que je sois important dans le groupe? Mais ouais, c'est résumé comme ça. Donc je pense qu'il faut surtout voir, il ne faut pas s'arrêter à ce qui s'est fait en France, que je pense que c'est absolument pas les bonnes initiatives, je pense, pour ces questions-là. Je pense qu'il faut voir ce que peut donner par exemple un Walmart avec un Jet. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses à creuser et je pense qu'on est encore assez tôt sur des consolidations intelligentes, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi le choc des cultures entre tes équipes digitales, ultra digitales, ultra agiles, et puis les équipes qui sont plus terrain, magasin. Il y a un vrai choc des cultures. On n'est pas sur la même échelle temps, quoi. On est sur effectivement un choc de culture, mais encore une fois, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Dans le e-commerce, le mot le plus important c'est commerce. Et le i, c'est une toute petite partie du mot. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi je dis toujours à mes équipes, ok, c'est génial votre algorithme, votre truc, votre façon de communiquer, mais c'est quoi votre offre? C'est quoi votre prix? C'est quoi la proposition de valeur au client? Est-ce que c'est différenciant? Est-ce que vous êtes mieux placé? Est-ce que l'assortiment est bon? Est-ce que la gamme est assez large? C'est des réflexions de commerçants. Et donc du coup, je pense que cette culture commerçante, qu'on vend n'importe quoi en ligne, je pense que c'est quand même la culture la plus importante. Et quand on regarde finalement les gens qui restent, qui sont là pour un temps long, c'est quand même des gens qui sont commerçants. Nous, pourquoi ça a marché chez Showroom aussi? Moi, mon associé venait du retail. Il a arrêté ses études très tôt, mais depuis 20 ans, il achète des lots de marque, il connaît ses produits, c'est placé au millimètre. Il n'y a pas besoin d'un tableau Excel ou d'un algorithme pour ça, il le sait avec perfection. Et je pense que cette culture retail, moi je le vois beaucoup pour investir dans beaucoup de startups, se perd dans les startups. Et très souvent, je dis à des fondateurs, mais c'est génial ton truc, mais tu vends quoi? C'est quoi c'est amusant parce qu'on parle tout le temps de comment intégrer de la culture digitale et start-up dans les gros groupes. On n'entend pas souvent l'inverse. Mais l'inverse est pour moi extrêmement importante. On a énormément à apprendre. Et toi, Michel, comment on fait dans un groupement d'indépendants très local où l'obsession c'était de développer l'affaire du gars en local? Comment on développe de la culture digitale là-dedans, de l'agilité en tout cas? D'abord, il faut vouloir apprendre. Et on ne peut pas y échapper. Donc, sauf à être en porte de sortie, en pré-retraite, et encore, il faudra défendre la valeur du fonds de commerce assez vite. Il y a une impérieuse nécessité de s'adapter. Alors, moi, ce que je trouve intéressant et ce que je peux apporter à travers ma culture, c'est la vision historique des périodes d'adaptation. Parce que
bon, mes enfants, dont certains sortent de l'EDEC, ils parlent beaucoup de rupture ou de choses disruptives. En fait, dans ma vie professionnelle, et comme j'ai accompagné mes parents très tôt, je leur dis, mais moi j'ai connu ça, même si ce n'était pas la même dimension, mais ça nous impactait, vu qu'on était petits, c'était comme si Amazon arrivait. Donc quand mon père a créé son premier magasin, avec ma mère, dans la cuisine, et qu'il faisait les livraisons avant Jeff Bezos, mais en Peugeot, je ne sais plus combien, il était lui-même en rupture avec un commerce traditionnel, il vendait 50% moins cher. Mais mon père n'avait pas révolutionné la distribution, des Monoprix, les Uniprix, les Coop. Coop était numéro 1. Et donc c'est lui qui a créé un choc frontal en réinventant le circuit court, qui a dû exister avant aussi, et puis en faisant du prix net, là où tous les magasins faisaient des timbres, tu sais, des avantages différés, des techniques de fidélisation le lendemain de la guerre. Ils vendaient vachement cher. Et puis, bon. Donc première rupture, c'est mon père qui l'a fait. Après, on a vécu l'arrivée de Carrefour. Il y avait Carrefour Magasin, Carrefour Enseigne, mais il y avait toutes les grandes familles du commerce qui se sont mis à faire de l'hyper. Paul-Louis Allais avec Continent, les Catiard, et puis avec Euromarché, Aseco, les magasins Jean et les magasins Decré à l'ouest faisaient Rallye. Quand vous pensez que toutes ces marques sont allées rejoindre le cimetière des marques de la distribution en un temps record, mais imaginez qu'elles sont arrivées aussi en un temps record. Hein, c'est entre 63-4 Sainte-Geneviève-des-Bois et mon entrée à la fac, la France était couverte déjà d'hyper. Et donc, nous, ça a provoqué la scission Leclerc-Intermarché. On a oublié ça. Parce que les plus petits disaient il faut renforcer les structures, les banquiers nous disaient vous allez vous casser la gueule si vous réinvestissez pas les uns dans les autres, si vous faites pas un peu d'intégration. Ça, c'était Jean-Pierre Leroc, ancien collaborateur de mon père, qui va fonder Intermarché. Et mon père disait non, il faut qu'on apprenne à faire des hyper, etc. Donc cette vision historique, elle baigne la culture des adhérents Leclerc que tu connais bien. Et donc aujourd'hui, ils se disent Amazon nous arrive. Donc on parle moins de Carrefour, on parle moins d'Auchan, qui évidemment, il n'y a pas de mauvais concurrents ou de petits concurrents, mais on essaie d'imaginer Amazon. Moi j'habite Concarneau, Amazon c'est que dalle, mais on parle Amazon à Concarneau. Et du coup, si on est en mode capture du changement, si on est en mode appropriation de ce qu'on peut faire, donc je te contredis un petit peu, nous, comme on ne sait pas faire, mais on sait que ça va arriver, on a acheté des pure players. On a acheté un site de parapharmacie et un site d'optique, qui marche bien d'ailleurs pour ce qui est de l'optique. Optique Leclerc vend des lentilles et marche très bien. On s'essaye à construire nos sites nous-mêmes. Alors on le fait avec la génération des hyper, donc avec plus ou moins de bonheur. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent bien, qui marchent pas bien. C'est incroyable, on est les meilleurs en foire au vin, mais on n'est pas foutu de faire une plateforme de vin. Donc vous voyez, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce qu'on n'a pas peur que ça casse le marché des foires au vin. Enfin, donc je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes. Je pense qu'on vit dans un bouillonnement où on sait qu'il faut aller, puis en même temps avec tous ces rapports contradictoires, le matin on pense futur et le soir on pense présent. Mais par contre, moi je pense que quand Carrefour rachète rue du Commerce, quand nous on regarde autour aussi, c'est cette idée non pas de s'acheter un objet, mais de travailler avec des gens qui ont fait le pas, qui vont nous violer un peu et qui vont nous faire avancer. Et moi, ma fierté en travaillant, n'oubliez pas, on est des anciens ploucs de province, et on ne nous aurait pas donné un cachou au départ. Déjà 120 000 employés aujourd'hui. Ouais, mais vous voyez, moi j'adore quand ma mère elle a 91 ans, quand elle est interrogée par les journalistes, et il y a toujours à partir de quel moment vous avez senti que ça devenait un empire? Et ma mère dit heureusement qu'on n'y a pas pensé, parce que sinon on n'y serait pas allé, parce que tu vois, l'échéance du mois d'après c'était déjà suffisant. Et je pense que il y a une attitude à avoir, il y a une digital attitude. Et le digital, de toute façon, il impacte de deux manières. Il impacte les modalités commerciales, et donc on peut être pure player, on peut être multicanal, etc.
Mais ce qui est certain, c'est que le consommateur va être omnicanal. C'est que le consommateur, de toute façon, hier, il allait faire ses courses au Sable d'Olonne chez Miguel Joncher, qui a un drapeau Leclerc, comme le coiffeur aurait un drapeau Franck Provost ou David, avec des images de marque et de style. Bah, c'est déjà plus le cas. Hein. Un tiers des clients de Leclerc voyagent. On est le premier tour opérateur français de la grande distribution de masse. Un tiers viennent et concluent le marché avant de venir à l'agence. Ils viennent à l'agence pour sécuriser leur voyage et se dire que s'ils vont en Birmanie, ils ne veulent pas se retrouver dans un conflit musulman birman. Et puis ils savent qui engueuler si ça ne se passe pas bien, si on ne vient pas les chercher. C'est pour ça qu'ils viennent à l'agence. Mais par contre, vous voyez, donc d'abord, le digital, de toute façon, va modifier le comportement des consommateurs. Donc, ça nous impacte. Et ensuite, dans la manière de répondre, eh bien, il n'y aura pas une manière de répondre. Et nous, la question de fond, c'est nous qui avons des égos très forts, dont ça a été la force de travailler à partir de nos magasins, de nos patrimoines, dans la durée, parce que c'est nos actions et qu'on est capable de tenir dans la durée. Ben voilà, est-ce qu'on va trouver la force collective, voire des moyens collectifs qui vont nous laisser quand même indépendants, ce qu'on veut être, familiaux, des entreprises patrimoniales, et sans perdre notre âme et en intégrant trop les fonctions collectives. Voilà, ça c'est vraiment le sujet majeur dans les centres Leclerc. Et Michel-Édouard, tu as annoncé, je pense il y a un peu plus d'un an, un investissement sur 3 ans dans le digital à hauteur d'1 milliard. Alors non, c'est l'AFP qui a titré 1 milliard dans le digital et après on ne peut plus rien, c'est impossible dans le monde d'aujourd'hui. Donc on investit 1 milliard dans une logistique, dans la refonte de tous nos outils logistiques, nos 16 entrepôts régionaux, des entreprises qui sont pour les produits non alimentaires, mais aussi pour la SCAP Marais, pour nos abattoirs. On investit dans cette logistique pour pouvoir livrer un système multicanal. Et c'est parce qu'on a cet outil logistique qu'on va pouvoir mieux négocier avec les fournisseurs, non seulement les prix, mais le formatage, l'ergonomie des palettes, des cartons, etc. La lisibilité de ce que les robots vont détecter sur chaque colis pour pouvoir les dépoter d'une manière la plus productive possible et recomposer des services d'offres, tantôt pour la livraison à domicile, tantôt pour livrer un drive, tantôt pour livrer un gros super, tantôt pour livrer un hyper. Donc ça représente presque 1 milliard d'investissements dans la refonte des entrepôts de la SCAP Est, de la région lyonnaise. Je vais aller l'inaugurer l'année prochaine. C'est 180 millions d'investissements. Mais alors justement, un mot sur les investissements, parce que la particularité, on cite toujours Amazon en particulier, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres. Dans le monde du digital, et en particulier sur les pure players, il y a une capacité à lever de l'argent et à se financer à un coût du capital nul ou quasi négatif. Ils ne sont pas nombreux à être en autofinancement comme toi. Hein. Et avec une capacité donc à avoir des investissements qui sont absolument massifs. Si tu venais présenter les mêmes plans d'investissement dans les SI, etc., c'est compliqué dans un groupe physique. Comment on fait pour rivaliser sur la rapidité et la capacité d'investissement avec des gens qui peuvent mettre autant de milliards sur la table sans exigence de rentabilité en face? D'abord, l'argent est à zéro aussi aujourd'hui. Hein, on n'a pas cette facilité de lever des millions, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas bon à l'international, je peux le dire. Par contre, on est chez nous. Et donc, chez nous, avec des concurrents où il va y avoir la valse des directeurs parce qu'il n'y aura pas de rendement au bout de 2 ans ou 3 ans, nous, on peut tenir 10 ans. Du moment qu'on vit sur la bête, nos familles, elles fonctionnent. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Hein. Et dans un groupe chez Steinhoff, il y a un rapport à l'argent, au financement, à la rentabilité que tu vois différent entre des modèles très digitaux et des modèles très physiques. Steinhoff est un actionnaire, c'est un actionnaire minoritaire. On a un peu plus de 30% du capital, majorité en droit de vote. Enfin, on maîtrise complètement notre société. Sinon, on ne serait jamais allé en bourse. Ça, c'était clair. Donc Steinhoff a des droits d'actionnaire minoritaire, effectivement. Moi, ce que j'observe chez Steinhoff, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est une boîte qui s'est construite
avec un axe fort qui a été démocratisé de métiers, le meuble et la mode dans des pays émergents en tout cas. Donc ça a été l'Europe de l'Est, ça a été l'Afrique du Sud, ça a été l'Allemagne de l'Est, hein, ils sont nés comme ça. Et ce qui est hyper intéressant à cet endroit-là, c'est que c'est un groupe hyper intelligent au sens, il n'y a rien de mutualisé. Il n'y a rien de mutualisé. Alors, OK, il y a peut-être un truc sur le financement, un peu de real estate, mais en gros, toutes les boîtes, c'est des business units séparées, différentes, et qui sont, chose assez remarquable, gérées que par des entrepreneurs. Et tous ces entrepreneurs ont été les fondateurs de ces boîtes qui ont été rachetés. Et des gens qui ont tenu 15 ou 20 ans. Donc, ça veut quand même dire, en principe, quand on vend sa boîte, souvent, on peut vite se fighter avant de faire autre chose. Donc, garder les entrepreneurs engagés, parce que c'est aussi ça la clé. On parlait de rue du commerce. Très bien, mais les fondateurs étaient partis depuis longtemps. C'était devenu une boîte. Et dans nos métiers, encore plus que partout ailleurs, c'est très intuitif personae. C'est aussi très lié sur les fondateurs. Et si vous n'avez pas les fondateurs, entrepreneurs engagés, vous en faites pas grand-chose. Et moi, j'ai effectivement pas mal d'admiration par rapport au fait que tous ces entrepreneurs sont encore là. Et Bruno Steinhoff, qui est un monsieur qui a 85 ans, il va encore dans les salons regarder je sais pas, la composition du canapé, quoi. Et il va engueuler la nana parce qu'elle n'a pas mis le bon grammage. Donc, enfin, alors ça peut paraître un peu caricatural ce que je dis, mais c'est des passionnés en fait. Voilà. Passionnés, c'est leur boîte, puis c'est leur vie. Ouais. Et du coup, là, on voit que tu avances déjà avec des tests click and collect avec Conforama. Ouais. Donc ça, c'est en libre service, c'est-à-dire que l'actionnaire n'est pas derrière. C'est vous qui avez décidé avec Conforama de vous allier sur un certain nombre de sujets. Alors, on a globalement, alors ça c'est public, donc je peux communiquer, mais on a 4 axes de développement forts avec Steinhoff. Le premier, effectivement, sur le sourcing, donc comment leverager leur sourcing pour nous vendre de l'univers de la maison au sens large. Nous, on va regarder un peu toutes nos données, nos data, on regarde ce qui marche, ce que veut notre compositeur, la taille, la coupe, le poids, le prix, on sait nos niveaux de marge, on va voir si on peut produire, donc ça c'est assez simple à faire, entre guillemets. Quand on a des gens qui produisent. Deuxième élément, c'est effectivement voir ce que l'on peut faire en termes de marketing croisé. Donc là, nous, notre enjeu, il est... on n'est pas ultra dépendant de Google, hein, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une marque établie, d'avoir investi dedans, et donc finalement, 20% de notre trafic est payant. Mais quand même, le monde maintenant de l'acquisition est quand même bipolaire entre Facebook et Google, donc c'est bien d'avoir... de ne pas être complètement dans leurs mains. Et effectivement, on étudie des pistes de renvoi de trafic. Enfin, c'est... que ce soit avec Confour en France ou en Europe du Sud, que ce soit en Pologne ou que ce soit en Angleterre avec Pepco. Enfin bref, on a tout un tas de plans d'opérations. Voilà. Troisième élément, assez simplement, c'est regarder toutes nos conditions d'achat et puis faire en sorte d'avoir des meilleurs chacun. Et là, il y a des choses très intéressantes à faire. Et quatrième élément, là pour le coup, une volonté effectivement d'utiliser tous les magasins. Dans le meuble, il y a une vraie problématique qui est la livraison. Et là, c'est effectivement parce que ça coûte cher, etc. Donc, c'est de leverager les magasins, Conforama pour livrer dans les magasins. On a fait un premier test avec une dizaine, je ne peux pas communiquer sur les chiffres. On scale les 200 début d'année prochaine, mais c'est un vrai carton, à tel point qu'on a dû réduire un peu les volumes qu'on envoyait. Voilà. Et ça, c'est effectivement, et ce qui est hallucinant, c'est que du coup, nous, l'avantage que l'on propose, c'est livraison gratuite dans les magasins. Donc, pour Confo, c'est des visiteurs qui sont différents, qui redécouvrent la marque, qui redécouvrent une expérience, qu'ils payent un peu, mais VS, tout ce qu'ils mettent en pub et autres, finalement, le coût, il est relativement faible, sachant qu'on leur envoie des acheteurs en plus. Et c'est ultra vertueux. C'est ultra vertueux. Ça, c'est les vrais modèles où tout le monde a gagné, parce que nous, finalement, on offre un service différenciant, ça n'existe pas. Un Confo, il y en a à 20 minutes au maximum de chaque Français. Donc finalement, sur du lourd, ça va être très bon. On va pouvoir être très agressif. Et eux ont une nouvelle clientèle, du trafic à des coûts ultra mesurés. Donc trafic captif. Donc tout le monde est gagnant. Moi, j'aime bien la manière dont tu parles parce que tu es sur l'objet. Tu n'es pas sur la fascination de l'innovation. Tu n'es pas sur l'addiction. Tu es sur la solution consommateur, quoi. Et ça, moi, je pense que c'est ça. C'est des mecs comme toi qui vont réussir. Parce que bien sûr, il y a des propriétaires de brevets qui gagneront de l'argent. Il y a toujours eu des businessmen qui font le coup de 5 ans, le coup de 4-5 ans. Ça marche. Mais ce qui reste dans l'histoire, et à travers l'histoire des marques, par exemple, sur lesquelles vous avez travaillé tous, c'est quand même... comme tu l'as dit, c'est l'esprit des fondateurs ou des développeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait sens, c'est pour le consommateur. Pour donner de la visibilité peut-être à notre débat, parce que là tu viens de dire un peu ce que tu vas faire. Moi je vais vous dire à 3 ans ce qu'on fait, et après
on peut discuter justement Et n'hésitez pas à poser vos questions de également. tous les problèmes qu'on rencontre, parce qu'on est là aussi, tous les deux, d'où on parle, on n'a pas de problème pour dire ce qui marche pas, et on a assez d'ego pour penser que ça va marcher, donc, mais on peut dire ce qui marche pas. Donc l'ambition de Leclerc, hein, donc on est devenu en part de marché le numéro 1 de la distribution en France cette année. Je ne vais pas dire qu'on l'a fait par hasard, mais autant c'est bien cet objectif pour challenger les équipes, autant ce n'était pas notre horizon. Notre horizon, c'est 2020-2025, c'est comment on va s'adapter à la révolution digitale, aux nouveaux acteurs, aux nouvelles offres. Et donc, on est parti dans l'idée que fin 2020, début 2021, on réalisera 10% de notre chiffre d'affaires à partir du digital. L'hyper restera le navire amiral. Nous, on n'a pas des très très grands hyper à taille inhumaine. Donc on a quelques-uns, mais en gros c'est l'hyper 6-8 000 m² avec sa galerie marchande et ses concepts spécialisés autour. Ça restera notre navire amiral, à condition qu'on investisse dans le showroom, dans l'expertise, dans l'accueil, dans le concept. Donc c'est ce qui fait qu'on emploie, c'est ce qui fait qu'on recrute des métiers de bouche. Tous les rayons sont transformés selon le principe que chaque rayon doit devenir un rayon expert. Le rayon devient cave à vin partout, le poisson, le fromage, les viandes, tout ça, la valorisation des races à viande. On est vraiment en parallèle avec le discours de la revalorisation aussi de trop de matières brutes ou de trop de matières industrielles. Et dans le non alimentaire, contrairement à ce qu'on choisit Intermarché au Système U, on pousse très fort 6 ou 7 univers non alimentaires. Il en restera peut-être à la fin que 5 ou 6, mais on pousse ces feux-là parce que nous croyons quand même que nos élites auraient besoin de relire les livres d'éco de terminale et d'apprendre les lois d'Engel. C'est la part de l'alimentation dans le budget des ménages décroissant. Il faut aller chercher... il faut aller sur les nouvelles demandes, multimédia, culture, loisirs, etc. Ça, c'est l'hyper. Donc un hyper où il fera bon aller voir, bon acheter, bon vivre. Il y aura, avec ces spécialisations, ces magasins spécialisés, qu'elles émanent de Leclerc ou qu'elles soient des locataires. Pôle attractif. Et nous sommes dans des villes moyennes, entre 40 000 et 80 000 habitants, en gros. Ça restera pendant encore le temps d'un amortissement, le temps de 15 ans, je suis sûr que ça restera la formule très forte. On développe énormément le drive, parce que le drive, c'est une formule qui est très maîtrisée, très conceptualisée. Je ne parle pas de picking, où on va chercher de la marchandise qui a déjà été dépotée en magasin pour refaire le caddie du consommateur et le reconditionner. Ça, c'est ce que font certaines enseignes, mais ça coûte très cher. Mais un drive, que ce soit accolé au magasin ou un drive déporté sur le parking d'un Auchan ou d'un Carrefour, ça on adore. Et du coup, vous avez passé commande à partir de l'ordinateur de votre patron, vous avez une heure de rendez-vous, vous contrôlez, c'est payé, ça rentre à la maison, vous êtes libre, ça marche très très fort. On en a un potentiel sous le pied considérable. Et puis, il y a le web pure player. Donc on s'essaye avec des petits sites, là on les relook complètement, on est en train de retester notre site culturel complètement traité plus à la Amazon, hein, avec moins de fioritures autour et plus de l'envoi. Et puis vous verrez en 2018 des formules de LAD, de livraison à domicile, qui seront traitées une expérience qui sera traitée de manière assez puissante. Et en fait, c'est Amazon qui nous a donné l'idée, puisque c'est pas secret qu'Amazon a essayé de contacter à peu près tous les distributeurs pour voir si, en prenant 10 ou 8%, on ne serait pas intéressé. Et donc, on s'est dit, s'ils prennent ces marges-là, on devrait y arriver. Bon. Et c'est pas gagné, mais vous voyez, un groupe d'indépendants va le faire. C'est au niveau de 2 coopératives régionales.
On va y aller. On n'a pas la technologie, mais on a la puissance d'achat. Donc eux, ils n'avaient pas la puissance d'achat. On va voir comment on va s'organiser. Et donc ça, c'est notre objectif. Donc vous voyez, une fois qu'on a dit ça, et c'est en route, et pareil pour les drives, hein, vous avez drive piéton, drive voiture, tout ça, ça se teste. Après, ce qui est la force de tout ça, ça va être une certaine homogénéité d'action. Et là, quand on est dans un groupe d'indépendants, c'est là où c'est compliqué. C'est plus lourd que si on était dans une société intégrée. Mais en même temps, je dirais que comme c'est un groupe transparent, qu'il n'y a pas de centre de profit collectif, tout ce qui est erreur, tout ce qui est connerie, tout ce qui coûte, c'est tout de suite mis sur la table pour ne pas être reproduit. Alors que dans les groupes intégrés, je vois mal un directeur d'un groupe intégré dire « je vous ai fait perdre 20 millions, je veux rester quand même ». Non, ça ne marche pas. Et chez nous, ça va très vite, la gestion des erreurs, et ça, c'est une force. Donc je pense qu'on va... notre problématique, c'est de passer de l'indépendant à l'interdépendance et de l'interdépendance au jeu collectif versus le consommateur. Le consommateur a besoin de voir une promesse de marque, une promesse d'enseigne. Et jusqu'ici, nous, c'était une accumulation de performances locales. Et là, il va falloir construire, face à Amazon, Alibaba ou peut-être toi, il va falloir construire une promesse collective. Et ça, c'est sûr, vous ne pouvez pas savoir, j'y passe des jours et des nuits. C'est le chantier. Alors l'idée, c'est en fait de transformer notre organisation finalement en une vaste plateforme où chacun peut mettre sa proposition et c'est la plateforme finalement qui fait sens. Mais c'est facile à dire sur le papier, c'est beaucoup plus dur à mettre en scène. Super, merci. Alors, l'heure tourne, donc, et c'est un peu l'heure des questions. On a beaucoup de questions dans la salle. Merci en tout cas pour ces questions. Je vous propose, Michel-Édouard et Thierry, de les consulter et puis de saisir celle à laquelle vous avez envie de répondre. Allez, je vais prendre la première. Alors les alliances avec je ne sais pas si vous les voyez, les alliances avec des pure players sont-elles la seule solution? Voilà. En fait, quand on regarde ce qui est en train de se passer, je trouve qu'il y a trois axes. Soit il y a la concurrence frontale, donc on se met face à Amazon et sur le service et sur le prix. C'est Carrefour avec le test en ville, livraison sur 1 heure. C'est, je sais pas, ça va être un Casino Cdiscount sur le prix. Je pense que la concurrence frontale, elle est quand même extrêmement dure à mener. Soit différenciation par le service, donc c'est effectivement on remet, parce que la chance c'est quand même d'être dans un magasin, il y a une expérience humaine, on remet du service, on parle de métier de bouche, pour moi ça me fait penser à ça, voilà, on va créer une expérience en tout cas client différente. Puis un troisième point, c'est les alliances. Et les alliances, il y en a soit on pactise avec le diable, donc c'est ce que fait Eat Italy par exemple avec Amazon, ou Biocop avec Amazon en France. Donc là, on commence à mettre un pied dans la tombe ou pas. Ça, moi je suis pas assez expert de ce secteur, Plutôt mais je trouve que c'est intéressant en tout cas des gens qui se sont dit tiens, on va pactiser avec le diable, ou soit effectivement on s'allie à plusieurs pour peser contre le diable. Les diables, parce qu'il n'y a pas qu'Amazon, hein. On parle souvent d'Amazon, mais pour nous, par exemple, dans notre métier, Amazon est moins dangereux qu'un Alibaba, pour une simple raison, c'est que Alibaba, lui, ce qui l'intéresse, c'est le sourcing qui alimenter son marché. Et alimenter son marché, notamment avec des marques, et notamment avec des marques de mode, en l'occurrence, pour mon secteur, européenne. Donc c'est finalement plus un assèchement du sourcing, qui est pour nous quasiment plus problématique à terme qu'un Amazon. Je ne dis pas qu'Amazon est facile, mais en tout cas, on parle souvent d'Amazon, mais Alibaba, c'est le même. Voilà. Et dans les alliances, il y en a plein d'intéressantes qui sont déjà nées. Alors, soit, je pense qu'il y a des centrales d'achat communes. Ce que tu as fait, je crois, mais j'imagine que tu en parleras, mais il y a des expériences Conforama Casino, c'est Fnac Darty. Enfin, c'est des rapprochements. Parce que le marché français est beaucoup moins concentré que le marché anglais, par exemple. Mais c'est une des réponses. C'est une des réponses, c'est d'être plus fort et donc de peser, d'avoir la taille critique. Enfin, voilà. C'est les alliances. Est-ce qu'on va avec le diable? Est-ce qu'on va avec quelqu'un? Mais je pense que rester seul en frontal, honnêtement, me paraît quand même à terme juste impossible à tenir. Super. Michel-Édouard, il y a une question à laquelle tu as envie de répondre. Attends, je ne les vois pas bien, alors je me rapproche. Je ne suis pas passé à Leclerc Optique ce matin. Il y a selon vous un travail autour des valeurs. La réussite d'Amazon ne prouve-t-elle pas justement que les valeurs sont accessoires? Bon, j'ai un peu répondu. Quand Amazon est tout seul pour faire le job, on ne se pose pas la question de la compétition sur les valeurs. Amazon est
celui qui garantit l'accessibilité à l'offre la plus large, etc. Il n'est pas cher. Quand on est seul. Mais quand on est 10 sur un marché, la différence va se faire sur la qualité de la réalisation, sur la qualité de la promesse, voire des partis pris d'engagement qui n'étaient pas le fait des distributeurs français, mais qui l'ont été en Suisse, par exemple, dans la compétition entre Migros et Coop Suisse, en Italie avec Coop Italia, ou dans l'Europe du Nord, où chaque enseigne finalement se différencie assez peu par les formats et par les conditions d'achat, mais par les engagements environnementaux, sociétaux. Justement, là-dessus, toi, à titre personnel, enfin ton père d'abord, puis toi, mais toi beaucoup, tu as beaucoup conceptualisé la pensée, le contenu de la marque sur les engagements sociétaux, le rôle dans la société, etc. À titre personnel, tu as également des engagements à côté de ton rôle, de ton job de coprésident sur des choses en particulier autour de la culture. Enfin, quand avec cette position sociétale-là et culturelle, tu regardes ce changement du monde, et notamment tout ce discours, il y a des milliers de pages qui sont écrites en ce moment sur les GAFAM et compagnie, comment tu réagis à ça? Par exemple, prenons la culture. Tu as parlé de quand les fondateurs s'en vont, que reste-t-il de l'âme ou de la vitalité des engagements? C'est sûr qu'après André Hessel et Max Terret qui avaient créé, on a oublié, c'était pas un magasin populaire, c'était la Fédération nationale d'achat des cadres, la FNAC. Mais c'était des anciens Trotsko qui ils étaient malins, toujours cultivés, visaient le haut pouvoir d'achat, d'où les cadres, mais quand même accessibilité, première Wi-Fi et tout ça. Après, quand ça a été racheté par les Coop, ça a déjà perdu, c'était Barouin, ça a perdu beaucoup de son âme. Et aujourd'hui, vous voyez bien, la part culture dans la FNAC, elle est en régression, ce qui ne veut pas dire que la FNAC ne prend pas son pied en vendant autre chose. Mais au fond, nous qui avions investi sur la culture, on se retrouve avec Cultura, qui monte très bien et qui est une émanation du groupe Mullier, qui a un vrai discours, qui a un discours d'enseigne, qui a un discours politico-social dans nos provinces. Et donc, vous voyez, le choix des espaces culturels, aujourd'hui, s'en trouve validé. Il y a quelques grands libraires, il y a encore la FNAC, et puis nous, on est devenu le deuxième libraire de France. Donc, ce sont des partis pris. Et malgré l'arrivée d'Amazon. Moi, je voudrais faire de l'enseigne Leclerc, d'ici 3-4 ans, l'enseigne la mieux disante, enfin en tout cas qu'elle monte sur le podium des enseignes les mieux disantes en matière de développement durable et de nutrition à l'échelle européenne. Donc je passe des partenariats avec des enseignes qui savent faire, on en a cité tout à l'heure. Il y a des trucs très intéressants chez Ahold par son expérience américaine où ils se sont fait scotcher par des ONG avant nous. Donc aujourd'hui, on est associé dans Copernic avec Ahold Delhaize. On apprend beaucoup d'eux, de Coop Italia aussi, qui ont présenté à la foire de Milan le magasin du futur avec un groupe de profs du MIT. Ils ont travaillé depuis la relation client, l'information consommateur. On apprend beaucoup. Donc moi, c'est mon objectif. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais avec les EGA, tout le monde dit la même chose. Tout le monde se paye les mêmes pubs. Tout le monde dit qu'il va faire moins d'OGM, moins d'antibiotiques. Ouais, mais dans le cœur de mon métier, tout le monde dit qu'il vend moins cher aussi. Mais c'est celui qui va faire mieux sa promesse, c'est celui dont le consommateur va estimer que la promesse est la plus crédible, qui va l'emporter. Quand mon père se lance dans la distribution, j'insiste, tout le monde fait tout. Souvent, j'entends des jeunes me dire ah mais la place est prise. Bah ouais, elle est tout le temps prise. Et puis les vieux, ils vont pas dégager. La différenciation, c'est un truc de faible. Les leaders, ça préempte l'attente principale des clients. Les leaders, ouais. Alors les époques sont pas les mêmes. À l'époque de mes parents, les besoins n'étaient pas satisfaits. Il y avait le marché noir, ça a duré longtemps. On a oublié. Après, il y a eu les 30 Glorieuses où c'était Keep Up with the Jones. C'était je veux la même voiture que mon voisin ou la bouteille de vin un peu supérieure et puis je mets bien l'étiquette devant, etc. Aujourd'hui, on est dans des comportements consommateurs qui sont des véritables revendications sociales qui aboutissent à des combinaisons
qu'il faut pouvoir offrir dans un magasin, avoir des petits crus et des grands crus, savoir que l'un ne tue pas l'autre, que la cliente... Au magasin SOWEST à Paris, c'est de l'anecdote, hein, mais prenez-le comme ça, mais c'est le plus gros vendeur français de morues séchées, ancienne communauté portugaise de Levallois-Perret, etc., peut-être importé par Balkany, je sais pas. Et c'est aussi le magasin qui vend le plus de caviar sur Paris. Donc, avant nous, il y a tout le monde. Pendant qu'on fait, il y a tout le monde, et tout le monde dit des choses. Ce qui fait qu'on gagne, c'est la force, l'énergie, et surtout le résultat de la proposition commerciale, j'insiste, quel que soit le format, quelle que soit la logistique. Alors, il y a des conditions sine qua non, il ne faut pas avoir des mauvaises conditions d'achat, ça c'est sûr. Enfin, si Casino vend 17% plus cher que moi, c'est pas parce qu'il achète 17% plus cher. Hein. Naori, il n'est pas né de la dernière pluie. Donc, il y a des choix, tout le monde parle du prix, mais il y en a qui le font mieux. Et sur l'environnement durable, sur la nutrition, tout le monde va en parler. C'est évident, mais moi je pense que c'est là-dessus qu'on le réalisera. Et vous voyez, et je pense que c'est pour ça qu'Amazon achète Whole Foods. C'est parce qu'Amazon, ça suffit pas. Ça dit pas une histoire. Ça dit de la logistique, des robots, etc. Ouais. Mais ça dit pas une histoire. En plus, le coût des drones, ça va pas le faire. Enfin, de toute façon, il y a jamais. Ça a eu lieu dans le 5e élément, on voit le nombre d'accidents, c'est sûr qu'il n'y aura jamais. Donc à un moment donné, il y a bien des journalistes quand même qui vont arrêter de relayer ce qui est de la com, ce qui n'est que de la com. Ou alors moi je vous annonce que je livrerai à cheval, au moins ce sera plus écologiste. On verra si ça marche. Alors justement à propos d'écologie, merci. On a une question pour toi également, Michel-Édouard. C'est beaucoup de nouveaux concepts émergents, bio, locaux, circuits courts, cocagne, Otera, ruche. Donc on n'est pas vraiment dans le digital. Mais est-ce que là, la question c'est, est-ce que c'est pas là la vraie concurrence pour vous demain ? On est dans le digital, ne croyez pas ça. C'est-à-dire que le mode de production bio, par exemple, est très atomisé. Et donc... nous, c'est compliqué d'aller chercher, de construire des filières. Carrefour l'a commencé bien avant nous, Monoprix aussi. Le Monoprix de Philippe Houzet a commencé il y a très longtemps. Biocop, aujourd'hui, a les siens. Bio, c'est bon, etc. Et tout ça, c'est remarquable. Hein. Mais donc, nous arrivons maintenant... On est déjà le 2e distributeur de produits bio en France. Mais si on veut devenir le premier, le faire mieux... moi, je ne sais pas aller acheter dans des petites exploitations, etc. Donc là, il y a des startups aujourd'hui qui nous proposent... à moindre coût et avec passion, de se créer plateforme de produits bio et de venir nous les proposer. Donc le digital va être là. Et le produit va arriver dans nos rayons parce que justement, il y aura eu des startups, il y aura eu ou des producteurs un peu geeks qui auront trouvé cette manière intelligente d'arriver jusqu'à nous. Et vous voyez, on ne sera pas en train de discuter que du prix parce que là, ce sera aussi la disponibilité, l'accès à la filière, etc. Donc après... juste une observation, si tu me coupes, si je parle trop, et je parle trop, mais tous ces concepts, c'est une manière d'y aller. C'est-à-dire que moi, je crois quand même que si les produits sont bons, il faut que tout le monde puisse en avoir. Mais vous avez remarqué, tout ce qui est bon et bien aujourd'hui se part des vertus de la sélectivité. Il faut le vendre dans un concept et à la limite, si c'est vendu dans un concept, on ne veut pas vous le vendre en grande surface, on ne veut pas vous le vendre... le paradoxe, ils veulent le vendre sur le marché local, mais pas dans le centre Leclerc ou l'Intermarché, etc. Donc ça ne tiendra pas. Mais si peut-être dans un premier temps, pour être livré, il faut garantir de faire du sélectif, je vous rappelle que le droit de la concurrence... normalement, devrait interdire que la sélectivité serve de prétexte à des marges élevées et à l'absence de concurrence. Mais s'il faut commencer comme ça pour donner de la lisibilité aux producteurs bio, de rentrer dans une phase de transition, s'il faut commencer par faire des concepts bio, donc je vous l'annonce, on va faire des concepts bio, mais moi, mon objectif, on en teste, mon objectif, c'est de mettre du bio partout. Où c'est bien de faire du bio et il faut que tout le monde puisse en avoir. Et à des prix accessibles, même si c'est plus cher. Ça, c'est mon objectif. Donc tous ces concepts sont plus, à mon avis, il faut les voir comme des zones expérimentales dans un système qui soit a peur de la grande distribution, soit sait pas y faire.
Très bien, merci, ça sera le mot de la fin. Merci à vous pour vos questions. Merci donc à Thierry Petit et Michel-Édouard Leclerc. On peut les applaudir. On veut... Voilà, c'était notre conférence inaugurale. Encore 4 conférences sur le même format cet après-midi, sur des sujets clés comme l'intelligence artificielle, comme également le développement e-commerce à l'international. Et on se retrouve maintenant au cocktail. On a la chance d'avoir Michel-Édouard Leclerc et Thierry Petit qui seront avec nous une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. Donc que la fête continue, la fête du commerce connecté. Merci à vous et à bientôt.